ce matin qui va me démentir, j'imagine. Bonjour Pierre Boileau. Bonjour. Merci d'être là. Quand on dit photographe animalier, ça veut dire que vous avez croisé plein de bêtes, c'est ça? Ah oui, je pense que j'en ai croisé tout au long de l'année et sur les dernières années où j'ai travaillé dessus. Plein d'espèces, le sanglier, le cerf, le chevreuil. Et le renard. Et le renard, bien sûr. Le renard, parce que vous êtes une référence sur le renard en France. Vous l'avez photographié pendant à peu près 5 ans, c'est ça? Oui, j'ai suivi pendant 5 ans 4 couples de renards, en fait, sur un même territoire. En fait, je travaillais sur 2 territoires. Un territoire pour suivre les adultes et l'autre où il y avait moins de renards, donc je pouvais suivre plus de renardeaux. Ouais, il a l'air particulièrement coquin, ce renard-là. Vous allez rester avec nous parce qu'on va tordre le cou à quelques idées reçues sur le renard. Ce n'est pas qu'un voleur de poules. Je le disais, il y a un documentaire assez incroyable que vous avez réalisé avec le voisin qui est là. Bienvenue, Frédéric Coignot. Bonjour. Vous aussi, vous êtes photographe, mais vous êtes un photographe de rue. Ouais, photographe urbain, on va dire ça comme ça, effectivement. Donc pas vraiment animalier. J'ai pour habitude de dire que j'aime pas me lever tôt, donc c'est assez incompatible finalement avec la photo animalière. Donc ouais, non, mon milieu c'est plutôt la ville, ouais. Et pourquoi cet intérêt pour le renard alors finalement? Parce que vous qui êtes plutôt dans la photo urbaine? Alors en fait, c'est Pierre qui m'a fait découvrir le renard, véritablement. Je connaissais le renard, voilà, comme un peu tout le monde, on va dire. Mais après, dans ce contexte-là et au travers de ce projet, je l'ai redécouvert. Donc voilà, c'est plutôt grâce à Pierre, on va dire que j'ai découvert ou redécouvert le renard. Et je pense que grâce à lui, on va en savoir plus sur le renard. Vous restez avec nous tous les deux. Je vous présente le camarade qui est à côté, qui a la tablette qui n'est pas très loin. Ça veut dire qu'on va forcément parler du net et d'Internet. Bienvenue à vous, Fabien Normand. Bonjour. Alors, on est surveillé ou pas sur Internet? En 2 mots, oui ou non? Eh ben, écoutez, on va en discuter ensemble. Mais Ok, oui, effectivement, d'accord. de plus Donc en c'est plus. peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Très ça. bien. Donc d'où votre nom, Fabien Normand, hein, c'est ça. Ok. Bon, on va arrêter les jeux de mots là parce qu'il est quand même 9h55. Il est grand temps d'aller retrouver l'équipe de C'est votre tour avant de parler du renard. Et elle aussi, elle est futée, hein, croyez-moi. Notre amie Amélie se trouve en Saône-et-Loire pour vous faire découvrir une autre espèce animalière. C'est un carnassier aussi. C'est un poisson assez moche, je dois dire, assez gros, mais peut-être très bon. En tout cas, c'est ce que vous allez nous prouver, j'espère, Amélie, ce matin. Oui, Pascal. Et vous avez raison, vous avez vu, je suis vraiment futée. Je suis allée me mettre au chaud et à l'abri. Nous sommes ici toujours dans les bassins aquacoles de Jean-Thomas Vuillard. Jean-Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, j'étais tout à l'heure vers des bassins extérieurs et ici, où sommes-nous? On est dans l'élevage en circuit fermé de perches. Vous les voyez là. Ouais. Et c'est là qu'on fait élève. grandir les perches depuis le stade de 1 gramme jusqu'au stade de 200 grammes, grosso modo, où on les tue. Voilà. Alors, justement, on s'attend à voir du sciure. J'ai promis à Pascal de lui montrer du sciure. Mais votre activité première, c'est la perche. Ce sont ces petits poissons. Ils ont quel âge ceux-là pour l'instant? Ils ont quelques mois. Ouais. Et donc on a une diversité de tailles parce qu'elles grandissent pas toutes à la même vitesse. Et on les fait grossir ici jusqu'à ce qu'elles soient à la taille de filetage. Ouais. On a développé le silure, vous les verrez après, vous inquiétez pas, pour élargir notre gamme de produits. Simplement. Vous-même, vous êtes spécialisé dans un domaine, c'est-à-dire le poisson d'eau douce, mais le poisson d'eau douce haut de gamme. En fait, vous pratiquez l'affinage. Expliquez-nous comment vous arrivez à affiner ce poisson. Je connaissais ça pour les huîtres. On élève les perches en circuit fermé à la base. Et c'est une technique qui permet de ne pas avoir d'impact sur l'environnement avec une meilleure qualité de chair. Et on a voulu appliquer cette technique à toutes les autres espèces d'eau douce qu'on vend pour les restaurateurs. Alors, on revient sur cette technique d'affinage et surtout sur le circuit fermé. En fait, on a tendance à dire que le poisson d'eau douce, lorsqu'on le mange, a un goût de vase, etc. Vous, avec vos circuits fermés, c'est-à-dire que l'eau tourne en boucle et est recyclée régulièrement, votre poisson a un meilleur goût, c'est ça ? En fait, on utilise la même technique que dans un aquarium. Comme dans un aquarium, si la filtration fonctionne bien, l'eau est toujours très claire. Comme vous voyez là, l'eau elle est complètement transparente. Il ne reste pas de particules dans l'eau et les bactéries qui sont responsables du goût de vase disparaissent et sont rincées en fait par le système d'affinage. Et ça nous permet d'homogénéiser la qualité et d'avoir la meilleure qualité du marché, toute espèce confondue. Et vous, vos petites perches, là, elles ne sont pas destinées à retourner repeupler les rivières, elles sont plutôt destinées à la consommation des restaurateurs. Elles sont destinées à faire des filets pour les restaurateurs, notamment les hauts de gamme de Bourgogne. Ouais.
D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Le silure, c'est depuis combien de temps que vous avez démarré? Ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille un peu dessus, dans le cadre de la diversification des espèces, d'avoir un maximum de produits différents. Et ça fait maintenant 2 ans que c'est devenu une espèce fondamentale de Bresse Aquaculture. Après la perche, c'est le silure. L'intérêt, c'est sa taille et la qualité de sa chair. L'intérêt du silure, c'est effectivement, pas nécessairement sa taille, on a toutes les tailles, mais la qualité de sa chair, oui, il n'a aucune arête. Et du coup, il a un rapport qualité-prix qu'on n'a pas avec la perche ou avec la grenouille, qui sont des produits très haut de gamme. On avait effectivement finalement pas de produits de moyen de gamme à proposer, et maintenant on a le silure qui correspond aux poissons, finalement en termes de marché, correspond aux poissons de mer classiques, la lotte et le cabillaud, quoi. Voilà, peut aller jouer dans cette gamme-là. Bon, on ira jouer dans le bassin du silure juste après. Et je vous interdis de dire qu'il est moche parce que je vais vraiment pas réussir à l'attraper sinon, Pascal. À tout à l'heure, Amélie. On a impatience de vous voir en maillot de bain pour aller pêcher le silure. En tout cas, le silure qui sera peut-être fumé et sur nos tables de réveillon grâce à ce très bon plan avec l'équipe de C'est votre tour. On essaie ce matin de tordre le cou à une idée reçue parce que je le disais tout à l'heure en commençant cette émission, le renard a une mauvaise image, on ne va pas se le cacher. Le silure est carnassier, le renard est carnassier. Je le disais, on pense aux voleurs de poules, on pense à plein de choses sur le renard. À tort ou pas, dites-moi Pierre Boileau? Déjà à tort, parce que son alimentation favorite, c'est le mulot. Donc il peut en consommer entre 3 et 6 000 par an. Donc déjà rien que là, c'est un bienfait pour l'agriculture, puisque le mulot, lui, mange énormément de fourrage et de graines. Donc potentiellement, il peut aussi ramener de l'argent à un agriculteur en se lui débarrassant des mulots. Vous me parliez de mulots. Je sais qu'au travers de votre documentaire, on va voir un petit extrait d'ici quelques minutes, au travers de votre documentaire, on se rend compte que dans une ville, en l'occurrence Londres, ce renard a permis de justement chasser les rats et les mulots qui étaient en ville. On peut demain imaginer, dans une grande ville où il y a beaucoup de rats, je pense par exemple à Paris, retrouver notre ami le renard? Pourquoi pas, si les autorités françaises laissent faire tranquillement son installation, puisque actuellement, il y a déjà eu une portée faite dans un cimetière parisien. Je ne vous dirai pas lequel, parce que je ne me rappelle plus du nom du cimetière. Donc je pense que c'est le Père-Lachaise, mais j'en suis pas certain. Voilà. Mais je sais qu'il y a 6 renardeaux qui sont nés là-bas cette année, et le directeur qui s'occupe de ce cimetière a décidé de laisser cette portée tranquille, quoi. Qu'est-ce que vous répondez malgré tout à ceux qui disent « Oui, ok, il est très gentil, mais moi je pense, j'en suis convaincu même, le renard est nuisible ». Alors, il est nuisible à quel titre ? En fait, après, si c'est juste pour la protection des poulaillers, on a des moyens maintenant, actuellement, avec les barrières électriques, enterrer les grillages qui font qu'on peut largement se prémunir de ces dégâts, quoi. Et puis après, on pourrait aussi le sortir des nuisibles et décider de plus protéger les villages en posant des pièges à 150 mètres des habitations, mais en laissant les renards qui sont dans les campagnes en train de mulotter au milieu des champs faire tranquillement leur travail. Ne s'en prendre qu'aux renards qui dit voyous, quoi. Ceux qui font des bêtises. Des renards, vous en avez croisé beaucoup, énormément. 50 photographies autour du renard. Et puis un jour, vous avez eu une idée, il paraît que c'était sous votre douche. Racontez-moi cette idée. Alors oui, donc c'était un matin sous la douche. Ouais. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet sur le renard, pour mieux le connaître aussi, à travers mon travail en campagne. Et je me suis aperçu qu'il y avait 10 000 renards qui vivaient dans les rues de Londres. Et je me suis demandé comment, nous, il pouvait être considéré comme il est chez nous, c'est-à-dire chassé, tué, déterré toute l'année. Et qu'à Londres, ils arrivaient à vivre 10 000 renards avec 6 à 8 renards au kilomètre carré dans les rues de Londres. Donc voilà. C'est considérable. Voilà. Bon, il a fallu quand même les planquer, comme on dit. Et là, vous êtes intervenu, vous, le collègue photographe, alors urbain, vous qui avez l'habitude plutôt de photographier des monuments dans les villes, vous avez photographié des renards à Londres par les temps qui courent. J'imagine que photographier des renards la nuit, on ne doit pas passer inaperçu quand même. Alors on passe pas vraiment inaperçu. Alors je photographie pas généralement des monuments, c'est plutôt des gens. J'aime bien photographier les gens, donc on va dire que je m'adressais à une autre faune avec les renards. Mais dans le principe, effectivement, non, c'est sûr qu'on passe pas inaperçu parce que on est forcément habillé chaudement déjà parce on est parti au mois de février. De manière sombre, on a des équipements qui sont assez imposants, donc forcément les gens nous regardent et nous observent. On voit quelques images là, ça a dû éveiller quelques soupçons quand même. Alors
Des soupçons, des questions surtout. Des soupçons, pas vraiment, parce que voilà, les gens, ils venaient assez facilement nous voir, déjà nous demander si tout allait bien, parce que quand on voit quelqu'un couché par terre en pleine nuit, en plein hiver, les gens se sont posés des questions. Tout habillé en noir, il était l'objectif. Exactement, donc ils nous ont pas mal demandé si tout allait bien. Après, on leur expliquait tout de suite notre projet et ils étaient ils adhéraient quasiment immédiatement. Ils nous posaient plein de questions, du coup, Qu'est-ce qu'ils vous demandaient le plus ? Ils nous demandaient pourquoi on faisait ça, parce que eux, en fait, ça leur paraissait assez étrange de Normal. s'intéresser autant au renard. Donc après, à partir du moment où on leur expliquait qu'on était français et que le renard était perçu totalement différemment chez nous, ils comprenaient un peu mieux. Mais pour eux, c'est tellement une banalité que d'avoir du renard comme ça en permanence autour d'eux. On a l'impression sur ces images-là de voir un chat finalement sur une palissade. Voilà, là on le voit, un très bon exemple ici en plein centre-ville. Il y a les habitations qui sont à 30 mètres. C'est un gros chat qui se balade. Pour eux, c'est ça. Très comparable. Moi, c'est le parallèle que je fais avec la France, effectivement. Les chats errants qu'on nourrit, qu'on soigne, etc. C'est un peu la même chose là-bas, sauf que c'est pas la même espèce, c'est le renard. Ouais, je sens Fabien quand même pas tout à fait rassuré. C'est sur juste le un renard. gros chat, c'est ce que je me disais. Voilà, c'est quand même un gros chat, quoi. Oui, ça. C'est pas un gros chat, en fait, parce que beaucoup de personnes se disent que le renard le compare à un animal qui est gros, mais un renard adulte, c'est 7 kilos, quoi. Oui, c'est petit. ok. Donc c'est tout petit. petit parce que, en fait, on s'est fait une montagne de cet animal en pensant qu'il était gros, que c'est un chien, mais en fait, c'est pas si gros. Ouais. pour ça qu'un renard ne s'attaquera quasi jamais à un chat, quoi. Parce qu'il ne fait pas le poids vis-à-vis de lui. En tout cas, tout le monde ne se fait pas une montagne du renard. On va voir un extrait du documentaire que vous avez tourné, qu'on retrouve sur le net, qui s'appelle Big Ben à l'heure de Goupil. C'est Chantal, ça fait 33 ans qu'elle vit à Londres, elle travaille dans la musique, et vous allez vous rendre compte qu'elle s'est liée d'amitié avec ce que certains appelleront un gros chat, je fais partie de cela, à tort, je l'ai bien compris, mais en tout cas, elle s'est liée d'amitié avec un vrai renard. Regardez cet extrait. Au début, quand j'ai habité ici, je ne me suis pas tout de suite rendu compte qu'il y avait des renards. Et puis finalement, j'ai vu des renards dans le jardin. Et graduellement, au début, on leur donne à manger un petit peu. Et puis, c'est une fois de temps en temps, quand il reste des choses dans le frigo et tout ça. Et puis, après, finalement, on s'y habitue. Puis, j'ai commencé à les nourrir tous les jours. Et maintenant, donc, j'ai Goupil, que tout le monde connaît parce que mes amis, toujours Goupil. Et Goupil, il a 5 ans et il est né dans le jardin. Je me suis pris un peu d'affection avec lui parce qu'en plus il était faible. Je l'avais vu déjà tout jeune. Ils étaient 3. Et Goupil essayait toujours de s'amuser avec les 2 autres. Et il était complètement rejeté. Alors quand ils sont tous partis, ils sont tous partis en famille, j'imagine. Ils ont laissé Goupil derrière. Il se fait toujours hijacker par d'autres renards qui passent. Alors à un moment donné, il y en a eu 2. Alors le plus dur, c'est d'établir une balance. Parce que Goupil, il n'a jamais l'autorité. Et c'est établir une balance et faire comprendre aux autres que s'il n'y a pas Goupil, ils n'ont rien à manger. Alors ça, c'est très dur, mais ils comprennent. Ça prend des fois 2 semaines, 3 semaines. Et même Fearless, que vous avez vu, il a fallu lui apprendre parce qu'il ne voulait pas. Et alors, c'est ridicule. Mais enfin, Fearless est devant la porte. Et alors, je regarde et je fais « Et Goupil ?» Alors, il regarde « Et Goupil ?» Alors il se tourne et regarde, et oui, alors il regarde avec moi Goupil. Et alors le plus drôle, c'est que maintenant, s'il n'y a pas Goupil, il disparaît, et il revient avec Goupil. Dites-moi, ça s'apprivoise un renard ? Personnellement, j'ai jamais essayé d'en apprivoiser. J'ai déjà entendu plusieurs personnes qui m'ont dit que oui, ils avaient apprivoisé des renards. Après, je pense que le renard, c'est quand même... c'est plein de vie, donc le mettre dans une maison, je pense qu'il risque de faire plein de bêtises, quoi. Puis pour moi, c'est pas sa place, mais je pense que oui, c'est possible de le faire. En tout cas, c'est surprenant quand on voit cet extrait du documentaire, de se rendre compte que finalement, on peut avoir un renard comme on pourrait avoir presque un animal domestique. Ouais, elle l'avait dans son jardin, parce qu'elle a essayé une fois ou 2, ils sont rentrés dans la maison et ils lui ont quand même bien déménagé son armoire de chaussures, quoi. D'accord. Parce qu'il y en avait 2. J'imagine que vous avez découvert totalement le renard à travers ce projet, Frédéric. Totalement, pas tout à fait, mais en tout cas, ça a transformé ma vision du renard, parce que j'avais une vision classique, entre guillemets, française du renard, le nuisible, voleur de poules, vous l'avez dit, éventuellement vecteur de maladies, etc. Et en fait, j'ai découvert un autre renard, tout simplement. Donc ça a transformé surtout ma vision. Et ça transforme aussi Londres, parce que c'est une ville plus propre. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec Paris, qui est une ville franchement sale. Je n'ai pas peur de le dire, j'assume mes propos, sur les poubelles notamment. À Londres,
pour s'y être baladé encore récemment, on se rend compte quand même que la ville est plus propre, les habitants ont pris l'habitude de déposer leur sac poubelle dans des conteneurs et pas à terre, parce que c'était trop tentant justement pour les renards. Chez nous, c'est les rats, hein. À Paris, c'est un drame. Apparemment, oui, Paris est bien envahi par les rats. Donc, le renard urbain, là-bas, il est aussi nourri par 10% des personnes. Et pour rebondir sur ce que disait Fred, en France, on est en train de s'apercevoir que le renard, par 3 études différentes, une en 2012 aux États-Unis, une en 2016 aux Pays-Bas et une de nouveau en 2018 aux États-Unis, fait qu'en fait, le renard empêche la maladie de Lyme de trop s'installer en France. Oui, alors il y a plein de choses autour de ce renard. On a bien compris qu'aujourd'hui, ça pouvait être notre ami et qu'on pouvait tordre le cou à quelques idées reçues qui n'étaient pas forcément nuisibles. Je vous renvoie d'ailleurs sur le documentaire à voir sur Internet. Ça s'appelle Big Ben, à l'heure de Goupil. On tape dans tous les bons moteurs de recherche. On retrouve ce documentaire. Vous restez avec nous parce qu'on aura certainement encore l'occasion de parler un petit peu de renard, de revenir aussi sur Internet avec Fabien Normand. Un très bon plan aussi pour le fuel avec une action solidaire à vous proposer en duplex depuis Besançon. Mais d'abord, nous repartons retrouver Amélie. Est-elle, oui ou non, en maillot de bain? La réponse tout de suite. On va aller voir ce qui se passe du côté du pays des Silures. Visiblement, ce n'est pas le maillot de bain.